Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Il est 19 h à Paris. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, s'apprête à prendre la parole pour annoncer la composition du nouveau gouvernement français, gouvernement piloté par le nouveau Premier ministre Jean Castex. Beaucoup de postes sont très attendus, notamment celui de l'écologie, celui de l'intérieur, visiblement, où ça a bloqué ces dernières heures. On voit à l'image donc le Premier ministre avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Dans quelques instants, donc, Alexis Kohler va prendre la parole. Ce sera donc l'un des temps forts du quinquennat d'Emmanuel Macron. Avec nous en plateau, Demet Korkmaz du service économie. Bonsoir Demet. Avec nous également Jean Petot en direct de Bordeaux. Bordeaux où on le sait, les écologistes ont gagné. On imagine qu'à Bordeaux, on va suivre avec attention le nom du ou de la nouvelle ministre de la Transition énergétique, si bien entendu le nom change. Tiens, Jean Petot, d'ailleurs, une petite question pour vous. On a presque envie de dire la fumée blanche va sortir. Que d'attente, que de suspense. Oui, c'est une fumée blanche un peu particulière parce que traditionnellement à Rome, c'est pour un seul nom. Et là, on en attend entre 17 et 20. Donc je comprends qu'il faille mettre du papier blanc dans la chaudière pour que la fumée soit bien blanche pour tout le monde, oui. Alors 17 et 20, mais qu'on soit bien clair, ce soir, ce sera une partie du gouvernement, puisque les secrétaires d'État seront connus dans quelques jours seulement. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'on sait pourquoi, Jean Petot, exactement? Bon, c'est une tradition. Vous savez que les secrétaires d'État, dès lors qu'ils ne sont pas auprès du Premier ministre, n'assistent pas au Conseil des ministres tous les mercredis matins. Ils n'y siègent qu'en tant que de besoin, si à l'ordre du jour du Conseil des ministres, au tableau A, B ou C, comme on dit, un dossier relève de leur périmètre de secrétaire d'État. Donc ce ne sont pas des sous-ministres, ce sont simplement plus des techniciens, et c'est pas du tout anormal, c'est même classique qu'il y ait cette annonce en deux temps. Ouais. Jean Petot ne l'a pas encore dit, mais bien entendu, on imagine que ça bloque, il y a des tractations, il y a des envies personnelles, il y a des ambitions. On parle d'un blocage au niveau du poste de ministre de l'Intérieur. Il y a aussi la transparence qui est devenue de plus en plus exigeante. On passe au peigne fin les parcours. Est-ce que les ministres n'ont pas de comptes cachés? On se souvient de l'affaire Cahuzac, notamment. C'est ça aussi qui fait que désormais, c'est encore plus long que d'habitude? Oui, alors vous avez parfaitement raison, et ce ralentissement, si je puis dire, il date de 2014 avec la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui crible en quelque sorte les candidats à un poste ministériel, dans tous les cas les pressentis, les futurs nommés. Bon, même si on sait bien que en 24 ou 48 heures, c'est pas forcément le délai nécessaire pour éventuellement détecter une faute ennuyeuse ou une tâche sur le CV de tel. Jean Petot, vous, politologue, c'est quoi le nom, le ministère qui vous paraît le plus important ce soir? On parle beaucoup de celui de l'Intérieur, on parle de l'écologie. Pour vous, c'est lequel le plus emblématique dans les enjeux qui viennent? J'aurais tendance à dire l'économie parce que c'est à l'évidence ce qui s'annonce comme nuage noir dans les prochaines semaines et surtout à la rentrée, c'est une dépression économique importante qui va être le contre-coup en quelque sorte de ce qu'on a connu avec la pandémie. Et puis tout est important parce qu'on sait aussi que la pression sociale est forte et que donc la négociation sociale doit avoir lieu, même si on peut estimer qu'elle sera plutôt du domaine de Jean Castex directement. Donc d'une certaine façon, le Premier ministre sera le ministre des Affaires sociales. Et puis aussi, dernier élément, l'écologie bien sûr, puisque aujourd'hui et jusqu'en 2022, ça va être la couleur principale du débat politique, le vert. Il est 19h04 et 10 secondes très précisément. Alexis Kohler qui est donc attendu sur le perron de l'Élysée pour communiquer la composition du nouveau gouvernement français. Demet, ce qui est sûr, c'est que Bruno Le Maire, s'il reste en poste, notamment à l'économie et aux finances, qui sauf coup de théâtre sera le cas, aura du pain sur la planche, c'est le cas de le dire, avec cette crise sans précédent que connaît la France, comme de nombreux pays dans le monde. Absolument, il aura du pain sur la planche, mais il ne sera pas le seul. Il y aura aussi le ministre du
Travail. On attend son nom, on parle de Gérald Darmanin, on verra bien. Ce qui est certain, c'est qu'on a eu un avant-goût déjà des plans sociaux qui ont été annoncés par des très grosses entreprises. Airbus la semaine dernière, Nokia, bien d'autres. On imagine que le mois de septembre va être aussi très lourd, dans une atmosphère très pesante, avec de nouveaux plans sociaux qui sont attendus, pas encore annoncés. Donc il va falloir évidemment soutenir ces entreprises. Il y a un plan de relance qui est prévu, mais qui ne sera annoncé au mois d'août. Donc je pense que le gouvernement attend vraiment d'avoir toute sa composition, toutes ses composantes pour pouvoir ajuster tout son plan de relance pour le mois de septembre. Évidemment, il va falloir soutenir ces entreprises qui ont énormément perdu. On connaît déjà le chiffre du chômage partiel. Il a coûté énormément d'argent. On pensait qu'il ne coûterait que 5 milliards d'euros. Et bien finalement, il va coûter 30 milliards d'euros. C'est 6 entreprises sur 10 qui étaient concernées, c'était un salarié sur 2 du secteur privé. Ces chiffres pouvaient augmenter à 9 salariés sur 10 dans le BTP ou l'hôtellerie. On imagine qu'il va y avoir vraiment un chantier très très lourd. Et on va avoir l'image du perron de l'Élysée et ces 2 micros qui attendent le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, donc qui d'un instant à l'autre va annoncer la composition de ce nouveau gouvernement. On parle d'une vingtaine de ministres. Les secrétaires d'État, eux, seront connus ces prochains jours. On évoque d'ailleurs plus une valse, on peut dire, un jeu de chaises musicales qu'une refonte en profondeur du gouvernement. Nouvelle étape donc de ce quinquennat. La grande question d'ailleurs d'Emmet aussi, c'est de savoir si les impôts vont augmenter. Jusque-là, l'exécutif français dit que non, mais vous avez cité tous ces milliards. On sent aujourd'hui qu'il y a un vrai enjeu. Emmanuel Macron avait appelé à se réinventer. Il y a cette question du trait d'union que vous avez cité tout à l'heure dans la première partie entre l'économie et l'écologie. On va voir aussi, par exemple, s'il n'y a pas des prérogatives, un périmètre, comme disait Jean Penaud, qui pourra cumuler les deux. Absolument. Emmanuel Macron a bien compris qu'il y avait un enjeu très fort sur l'écologie. On l'a vu aux élections municipales. Il ne peut plus se contenter de déclarations sans donner un plan chiffré et secteur par secteur pour relancer cette machine. Alexis Kohler, que l'on voit arriver. Alexis Kohler sur le perron de l'Élysée, priorité donc au direct. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Bonsoir. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Madame Florence Parly, ministre des Armées, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Annick Girardin, ministre de la Mer, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Julien Denormandie,
ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre, Monsieur Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Madame Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Auprès de la ministre de la Transition écologique, Madame Emmanuelle Vargon, chargée du logement, Monsieur Jean-Baptiste Djebari, chargé des transports. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Monsieur Olivier Dussopt, chargé des comptes publics. Madame Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'industrie. Monsieur Alain Griset, chargé des petites et moyennes entreprises. Auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Madame Roxana Maracineanu, chargée des sports. Auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Auprès du ministre de l'Intérieur, Madame Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté. Auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Brigitte Klinkert, chargée de l'insertion. Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Madame Nadia Hay, chargée de la ville. Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Brigitte Bourguignon, chargée de l'autonomie. Et nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Monsieur Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement ce mardi 7 juillet à 15 h. Je vous remercie. Et voilà donc pour la composition de ce nouveau gouvernement. Les temps forts. Éric Dupond-Moretti, c'est une énorme surprise, devient garde des Sceaux, ministre de la Justice. Barbara Pompili, elle, hérite de la transition écologique. Gérald Darmanin devient ministre de l'Intérieur. Exit donc Christophe Castaner, qui, on le sait, avait des rapports de plus en plus compliqués avec les policiers depuis ses propos, notamment sur les violences policières et le racisme au sein de la police. Elisabeth Borne reste au travail. Et puis pour les postes régaliens, Jean-Yves Le Drian reste ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà donc pour ces grands noms. Et puis à la culture, Roselyne Bachelot, ça aussi c'est une belle surprise. D'ailleurs, Pascal Bourgault du service culture nous a rejoint. Avant de vous entendre, Pascal, peut-être direction Bordeaux avec le politologue Jean Petot. Énorme surprise, maître Dupond-Moretti, propulsé ministre de la Justice. Très franchement, difficile de ne pas y voir le contexte actuel, tout ce débat sur le parquet national financier, les écoutes notamment. Oui, alors vous avez parfaitement raison d'évoquer ça, d'autant que Dupond-Moretti lui-même est concerné, semble-t-il, par les écoutes que l'on prête au PNF, au parquet national financier. Alors ça, c'est la vraie surprise, parce que pour le coup, autant comme Roselyne Bachelot, depuis le début de la matinée ou début de l'après-midi, le nom circulait pour son arrivée à la culture. Dupond-Moretti, c'est effectivement le scoop de ce gouvernement. Le but, ce serait quoi? Ce serait de réconcilier les magistrats et les avocats en France? Oui, alors les avocats sans doute, parce que, en particulier, vous savez qu'ils ont été très chahutés par la question du régime de retraite et de la transformation de leur régime spécial, qui les avait amenés à engager un bras de fer parmi les plus durs avec le gouvernement à l'occasion du dossier retraite.
Pascal Bourgault, c'est une surprise moindre que celle de Dupond-Moretti, mais tout de même, Roselyne Bachelot, qui avait déjà été ministre dans des précédents gouvernements en France, qui devient donc en charge de la culture. Oui, alors c'est un peu étonnant. On a l'impression que le président Emmanuel Macron cherche son nouveau Jack Lang. Alors il a fait un choix audacieux. Alors évidemment, elle a été ministre de la Santé à l'époque de la présidence de M. Sarkozy. Elle a été très critiquée pour sa gestion des vaccins d'ailleurs à l'époque, et puis félicitée. Alors après cette carrière politique, elle a entamé une carrière d'éditorialiste dans les médias, où elle a notamment travaillé avec RTL, sur M6, sur RMC. On la voit beaucoup sur les plateaux de télévision en France. C'était une nouvelle carrière. Elle a été à un moment donné l'égérie du groupe LGBT, puisqu'elle a défendu contre son propre groupe le mariage homosexuel et le droit d'adopter. Et puis la culture, elle connaît quand même, puisqu'elle est elle-même musicienne. Elle joue du piano, elle est passionnée d'opéra, elle a écrit 9 livres. Donc voilà, c'est un choix audacieux, c'est un profil original, elle a des atouts. Et puis la période est difficile, puisqu'on est en période post-Covid. Les intermittents ont eu la vie compliquée, et puis il faut relancer le cinéma, le théâtre, les concerts, voilà. Elle a du pain sur la planche. Beaucoup de travail aussi pour Roselyne Bachelot. Demet Korkmaz, je me tourne vers vous. L'économie donc, Bruno Le Maire est à la barre. Bruno Le Maire. Pas de surprise. Absolument, il n'y a pas de surprise. Bruno Le Maire est à la barre. La grosse surprise, c'est Monsieur Darmanin qui passe à l'intérieur. Donc là, il va y avoir, j'imagine, un pôle entre Bruno Le Maire et Madame de Montchalin sur toutes ces questions, sur la rentrée explosive que l'on attend. Par contre, pas de changement non plus au ministère du Travail. Donc là, Monsieur Jean Petot, est-ce qu'on peut dire que pour le moment, il y a comme un statu quo dans la manière d'appréhender cette crise économique que nous traversons ? Oui, ben vous avez raison, parce que ce qu'on constate, c'est que le remaniement n'est pas non plus d'une ampleur totale. Il y a en particulier des éléments qui ne bougent pas du tout. Le binôme Parly-Dariussecq à la Défense ne bouge pas. Le Drian reste aux affaires étrangères. Alors, en revanche, vous constatez par exemple que du côté du MoDem, on est assez bien servi, puisque aussi bien Madame Gourault que Monsieur Fesneau restent en place, alors avec des modalités différentes pour les deux avec le même portefeuille. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a de la stabilité. Vous avez cité Madame Borne, effectivement, qui ne bouge pas au travail. Olivier Véran, portefeuille santé, solidarité. On avait envisagé et évoqué un grand portefeuille social pour Darmanin. Finalement, c'est pas on prend les mêmes et on recommence, parce qu'effectivement, il y a des invités, si je puis dire, importants, qui vont faire du bruit, mais il y a aussi une vraie stabilité dans la répartition des portefeuilles. Jean Petot, la stratégie aussi de communication va sans doute changer. Exit Sibeth Ndiaye, qui d'ailleurs n'hérite pour l'instant, en tous les cas, en attendant la prochaine communication des secrétaires d'État, qui n'hérite d'aucun autre poste dans l'exécutif. On change de porte-parole. Gabriel Attal, Sibeth Ndiaye, qui paye là sans doute sa gestion, en tout cas en termes de communication de la crise du coronavirus. Oui, alors ils appartenaient tous les deux à ce qu'on appelait la firme ou la secte des Mormons autour de Macron. Vous savez, c'est ce groupe qui arrive très soudé pour la prise de fonction d'Emmanuel Macron en mai 2017 et qui traverse la cour de l'Élysée. Gabriel Attal est jeune, je crois qu'il a 29 ans. Il était en charge de ce qui devait être, de ce dossier du service national, du service civique, qu'il a eu le temps de lancer. D'une certaine façon, la communication va peut-être être un petit peu plus verrouillée avec la présence de Attal au porte-parole, comme on dit. Et quel est le message d'Emmanuel Macron de propulser Barbara Pompili? Elle a été membre d'Europe Écologie Les Verts avant de quitter le parti écologiste, avant de rejoindre La République En Marche en 2017. Que veut dire Emmanuel Macron sur cette question-là? Alors là, il prend de fait une écologiste qui a, j'allais dire, tous ses papiers en règle. Alors certes, du point de vue des membres d'Europe
écologie actuelle, elle est peut-être considérée, elle est forcément considérée comme une traîtresse. Mais elle a été co-présidente du groupe avec François de Rugy entre 2012 et 2017, sous la présidence Hollande. Elle était d'ailleurs, du groupe parlementaire, je veux dire, elle était d'ailleurs en tension assez régulière avec Cécile Duflot, et elle a rejoint le gouvernement Valls, justement sur un portefeuille de ministre délégué à la transition écologique. On la présente comme une écologiste sociale, ça veut dire quoi? Pardon de vous couper, ça veut dire quoi écologiste sociale? Oui. Quel rôle peut-elle jouer? C'est faire en sorte en particulier que les efforts demandés en matière d'écologie, je pense en particulier à tout ce qui a pu déclencher la crise des Gilets jaunes, ne se fassent pas au détriment des plus pauvres. Autrement dit, qu'il y ait l'assemblage de l'effort environnemental et du soutien aux catégories les plus défavorisées. Demet. Oui, je me demandais, Jean Petot, si choisir Barbara Pompili, c'était ne pas prendre de risques d'une certaine manière en matière écologique. C'est-à-dire ne pas avoir des mesures qui pourraient clasher, par exemple. Absolument, qu'elle reste dans les clous d'une certaine manière. Bon, oui, alors après, encore une fois, moi j'insiste pour bien observer de quels moyens va-t-elle disposer à la tête de ce ministère. On a vu que, par exemple, elle a rattaché auprès d'elle Emmanuel Vargon au logement. Vous savez que c'est un aspect très important, justement, qui associe écologie et social. C'est ces fameux millions d'appartements qui sont, paraît-il, ou dit-on, des passoires énergétiques. Et donc, vous voyez que la connexion peut se faire là pour porter l'effort sur ce domaine. Voilà. Je vous repose la même question que précédemment, Jean Petot, enfin un peu plus tôt en tous les cas. Comment vous le situeriez, ce nouveau gouvernement? Pas de virage à gauche, vous nous le disiez tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous frappe, vous, en l'accueillant ce soir, ce nouveau gouvernement? Écoutez, par rapport à ce qu'on pouvait évoquer, c'est-à-dire l'arrivée d'une personnalité comme Guillaume Larrivé, qui lui était plutôt marqué à droite, par rapport à d'autres arrivées qui vont peut-être arriver dans les secrétaires d'État. Je pense à M. Béchu, le maire d'Angers, qui était proche d'Édouard Philippe. J'aurais tendance à parler d'une sorte de recentrage à la fois technique et un peu plus vers le centre-gauche. Alors là, on devient presque des entomologistes ou des spécialistes de la granulométrie politique. Mais il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de personnalité politique de droite qui aura été ralliée à ce gouvernement comme on pouvait éventuellement l'attendre. Demet. Oui, Jean Petot, la semaine prochaine, Jean Castex va prononcer son discours de politique générale. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Alors il va le faire d'ailleurs, c'est important de le préciser, après l'intervention du 14 juillet du chef de l'État, dont on peut imaginer qu'elle va ressembler un peu plus aux interventions très politiques auxquelles nous avaient habitués et François Mitterrand et Jacques Chirac, en particulier dans ces interviews qui étaient un peu solennelles dans le jardin de l'Élysée à l'occasion de la fête nationale. Je ne sais pas quelle forme prendra l'intervention d'Emmanuel Macron, mais vous avez bien repéré le tempo. Le président s'exprime, indique la voie, et Jean Castex est en quelque sorte à la barre, mais il applique, il est plutôt même chef de la soute, et il applique dans la salle des machines les décisions qui vont être, ou l'orientation, le cap choisi. Ça veut dire quoi? C'est plus un super collaborateur qu'un Premier ministre? Alors vous avez vu que dans les colonnes du JDD, il a récusé cette appellation de collaborateur. Il faut le rappeler le contexte. C'est Nicolas Sarkozy qui avait affublé de cette appellation d'origine incontrôlée François Fillon, qui avait d'ailleurs pas du tout plu à François Fillon. Mais la Constitution dit ceci, le gouvernement préside et le chef de l'État gouverne, et le Premier ministre gouverne, le chef de l'État préside, le président préside, et le chef du gouvernement
gouverne. Donc, à partir du moment où nous ne sommes pas en cohabitation, il y a bien dans cette hiérarchie de l'exécutif un ordre qui n'est pas que protocolaire. Merci beaucoup Jean Bedeau, et on se souvient aussi de Jacques Chirac qui avait dit « Je décide » et il exécute en parlant de son Premier ministre Nicolas Sarkozy. Merci à vous, merci Demet et merci Pascal. Donc Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, bien entendu, et puis ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Merci à tous d'avoir participé à cette édition spéciale. Merci de votre fidélité à TV5 Monde et à demain avec grand plaisir.